28 décembre 2018, et cette poursuite de l'auto-analyse ou comment dire, non pas la supercherie, mais la prétention à faire de l'auto-analyse. En tout cas, c'est, ça paraît bizarre de, comme ça, d'auto détruire quelque chose qu'on fait, et qu'on nomme et, euh, et qu'on développe, mais il y a un réel doute sur euh, l'aboutissement de cette chose-là. Je n'ose même pas lui donner une identité particulière, je la nomme chose. Et donc, cette chose-là, elle nous met toujours en face de moi-même, même si dans cet exercice de la prise de parole, il y a toujours comme un dédoublement. Il y a soi et en même temps un soi qui s'exprime et en même temps il y a un soi qui demeure euh, extérieur. Peut-être qu'il y a plusieurs soi, mais en tout cas il y en a déjà deux que je peux euh, observer. La sortie des mots est obéie ou suit, puise quelque part, alors que euh, il y a un lieu euh, qu'elle ne, qu'elle ne pénètre pas. Ou alors il y a des lieux peut-être qu'elle ne pénètre pas. Donc les mots créent une sorte d'interférence entre soi et, et entre, comment dire, ne permettent pas l'expression de certaines choses. Quand on est silencieux, quand on est en silence, là, on a vraiment, on a accès à quelque chose de profond de soi. Et quand on commence à parler, il y a le bruit de la voix, il y a ce que la voix va générer en termes euh, de production de mots qui s'enchaînent dans une sorte d'automatisme qui nous échappe. Alors voilà, donc en fait j'ai fait ce petit développement alors que j'avais dans la tête de dire, de poser la question ou de constater que les mots sonnent dans le vide. J'ai entendu ce matin quelqu'un rapporter cette phrase de Chateaubriand, ou si je me rappelle bien, corps plein dans un monde vide. Je ne peux pas prétendre que moi je suis plein et le monde est vide. C'est trop schématisé, trop un peu. Ce n'est pas ça. Et la formule peut être sympathique à entendre, à goûter, mais elle ne correspond pas à la réalité, en aucune façon. La réalité, et c'est qu'il n'y a ni vide ni plein. Il y a, ou alors il n'y a rien. Il y a, on constate qu'il y a des choses en soi, hors de soi, ou vraiment hors de soi, et choses qu'on ne peut pas atteindre, et notamment dans ce qu'on appelle le réel. On peut vivre un peu dans une sorte d'auto-illusion en pensant que le monde, en pensant qu'on a les catégories d'analyse du monde, qu'on a les éléments suffisants pour parler de quelque chose qui est en rapport avec soi-même ou avec un autre, ou une chose qu'on partage avec quelqu'un. Et souvent, on présume qu'une personne désire telle ou telle chose, euh,
et en fait, finalement, on se rend compte que cette personne, elle est, elle, elle n'est pas dans le même cheminement que nous-mêmes. Déjà que soit on a du mal vraiment à dire ce que l'on veut et à nous concentrer là-dessus pour vraiment le faire émerger, pour que ça soit euh, clair, que ça soit euh, le plus en clarté, le plus en justesse, le plus euh, en possibilité. Alors quand on voit, quand on constate qu'une personne, elle a un réel à elle, les réels sont, j'allais dire les réels sont divers. Chacun a son réel. On va dire chacun a sa part du réel. Et donc, et comme euh, et immanquablement, ces réels ne sont pas équivalents. Donc moi, je peux vivre dans une sorte de vision erronée à propos d'une personne, et puis finalement, on me rend compte que pendant des années, des décennies, ça n'avait été que de ça avait été que de l'ignorance. J'ignorais certaines choses et donc je ne pouvais pas les prendre en compte. Je faisais, comment dire, moi-même, je faisais mes conclusions sans les partager. Ou alors en les partageant, mais l'autre peut très bien rester, les entendre et ne pas les corriger. Ah, donc si parce que je sais pas, il n'en a pas envie, ou il se sent pas à la force, ou il n'a pas envie de rentrer dans. À quoi ça sert? Laissons-le dans son ignorance, ça lui plaît de penser cette chose-là, accordons-lui ce plaisir-là. Il y a des ignorants qui sont bien, comme on dit habituellement, il y a des ignorants qui sont bien plus heureux que des sachants. Laissons-le dans son ignorance. Euh, et voilà, donc, d'autre part, le réel, il est là, d'une certaine façon, il est plus fort que tout. Un réel qui est hostile, un réel qui prend un certain aspect et qui n'en change pas. Un réel invariant. Et voilà comment faire contre ce réel qui, décidément, est devenu totalisant, est devenu omniprésent, est devenu omnidirectionnel. Il n'y a plus autre chose, il n'y a plus de possibilités multiples au pluriel, il n'y a qu'une possibilité, euh, qu'une évolution, qu'un sort, qu'un destin, il y a plus de, il n'y a plus de, finalement d'autres perspectives, il n'y en a plus qu'une. Et voilà le réel. Alors, l'auto-analyse, bordel de bordel, une invention inutile. Euh, Quand on est comment dire, quand l'autre est devenu un horizon impossible à atteindre, qu'est-ce que je peux attendre d'une auto-analyse? Qu'est-ce qu'elle va m'amener? Euh, euh, est-ce qu'elle va intercéder pour moi et quelque part aller frapper les portes, à la porte de ceux qui m'ont oublié, etc., etc., et que il leur demandait de bien vouloir se manifester. On ne peut pas joindre la personne par la pensée, on peut essayer peut-être, mais ça ne marche pas. C'est pas parce qu'on pense à quelqu'un
que cela va créer une communication, va créer une présence dans sa tête. On est, nous faisons nos films et nous le réalisons, comment dire, nous vivons un film et dans lequel on est, on est enchâssé dans un rôle, on n'en sort pas. Enfin, je trouve pas ce que je voulais dire. Peu importe, de plus en plus, les choses euh, prennent, comment dire, euh, entre soi et le monde, on se demande qui est le responsable de l'état actuel des choses. Faut-il croire que soit on est fait tant d'erreurs que ça pour arriver à l'état où on est? Ça ne peut pas être croyable, c'est pas, ça ne se peut pas s'envisager pour tout, c'est pas possible. J'ai fait des erreurs, mais je, je ne suis pas responsable de ma déshérence, je ne suis pas responsable de, entièrement de ce qui m'arrive. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de destin social ou culturel qui fait que je suis là où je suis et que ça ne peut plus changer et que je ne peux plus me situer ailleurs que dans cette situation d'être isolé et retiré et abandonné de tous, c'est ça. Quand on cherche à se raccrocher à une communauté nouvelle, appelons ça la communauté française, et que on délaisse sa communauté d'origine, communauté linguistique, je ne peux pas dire ethnique, mais communauté première, il est évident que on se retrouve dans euh, un espace entre deux, dans un no man's land, et personne, et no man's land, il est déserté. C'est un lieu qui est interdit à tout le monde. Personne ne peut venir me chercher dans mon no man's land. J'y suis parce que je n'ai pas voulu faire un choix et parce que je n'ai pas pu ni exister ni dans un espace ni dans l'autre et donc je suis voilà. Et à un moment s'entendre parler cette langue et avec les sons que ça fait, avec les accents qui en sortent. Il y a des sifflements, il y a des choses. Quelquefois, on siffle, mais on n'a pas envie de siffler. Le sifflement du S, on n'a pas envie de l'entendre. On n'a pas envie d'entendre de s'entendre s'exprimer avec ses sons, avec ses bruits dans cette langue. On a envie d'autre chose, mais je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une langue qui permet une langue pour chaque instant? Est-ce qu'il y a des séries de sons qui correspondraient à un instant? Euh, Ce matin, quelqu'un a parlé de son intérêt pour Mozart. Faut-il Mozart? Comment peut-on se retrouver dans une musique comme ça de Mozart ou d'un autre? Ça peut occuper un vide pendant un moment, mais la musique ne fait pas tout. C'est quand, à un moment donné, et évidemment, ce problème ne se produit qu'à partir du moment où je commence à parler. Et quand je ne parle pas, je ne sais pas quels sont les sons que j'entends quand je suis en silence. Qu'est-ce que je suis pas dérangé, j'entends pas les sons.
Et donc, je me les représente dans ma tête, je me parle, euh, mais sans que cela ne me dérange. Peut-être que je me parle dans une langue ou dans une autre ou dans un mélange, j'en sais plus, j'en sais rien. Mais en tout cas, et là, je suis dérangé. Peut-être que je ne serai plus dans quelque temps. En tout cas, je suis aussi dérangé par euh, l'état de parlant ou de parleur, comme ça un peu dans le vide. C'est vrai que je remplis le vide devant moi par mes sons. Je, 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 je suis là dans cette situation où je suis replié, un peu le dos voûté, et puis j'essaie d'expulser des sons pour essayer de tenir le temps, un petit moment, le temps de d'éjecter quelque chose, de non pas d'accoucher de quelque chose, mais de d'envoyer hors de soi quelque chose sans vraiment s'intéresser à, à à l'aspect de cette chose-là. Il y a un moment où on est saisi par une sorte de ras-le-bol, une sorte de dégoût, un peu de dégoût de cette chose-là qu'on est en train de faire. Euh, L'auto-analyse correspondrait aussi, la crise dans le processus de l'auto-analyse correspondrait aussi, pourrait correspondre à la crise qu'on peut avoir avec un écoutant, dans le sens où il peut arriver à un moment où on a besoin peut-être de changer de style, de changer de type de propos, de changer d'approche, et que l'analyste, l'analysant va rester là sans rien faire, sans interférer. Il va dire débrouillez-vous avec cette histoire-là, trouvez la solution par vous-même. Moi, je n'interfère, ce n'est pas mon rôle, on me paye pas pour ça. Trouver. Et là, j'essaie de trouver et je vois que je ne trouve pas. Je ne trouve pas comment sortir de quelque chose qui est devenu pour moi assez fastidieuse. Ça devient lassant de se répéter euh, de propos en propos. Il y a une sorte de permanence, il y a une sorte de qui, qui, qui n'est pas intéressante. Une permanence, alors qu'on sait qu'on a besoin plutôt de créer une certaine impermanence, de créer du changement pour pouvoir s'adapter aux conditions, à ce qui bouge, à ce qui change, ne pas rester extérieur et totalement euh, piégé à l'intérieur de soi. Le monde, réagir avec émotion, en réagir en acte, réagir euh, en interaction et non pas rester là presque presque de presque atrophié, presque désensibilisé, presque débranché de la vie. Voilà, malgré tout, on désire des choses, je ne sais pas, on désire des choses et on ne sait pas si on les désire vraiment, si on est capable de de bien les intégrer, de bien vivre dedans. On désire être entouré, je ne sais pas. Et quand on refuse la bagarre, quand on refuse de se battre, quand on se sent
assez facilement impressionnable, assez facilement battable. Comment peut-on vouloir être dans un collectif alors que finalement on, on a on aurait peur du collectif. On serait un peu dans une sorte de crainte. N'oublions jamais, moi qui parle, qui utilise des mots, que les mots ne sont qu'une approximation. Si je parle de crainte, je, je parle de crainte parce que c'est un mot qui est là et que j'utilise, mais je ne sais pas si craintif que cela, ou alors dans, je suis au-delà de la crainte, ou je ne sais pas comment je pourrais me situer, parce que les collectifs ne sont pas identiques, parce que le rôle qu'on peut jouer dans un collectif peut différer de celui qu'on jouerait dans un autre collectif. Donc, il faudrait être dans des collectifs très divers, il faut multiplier euh, les, les, les séjours dans les collectifs pour pouvoir tirer une conclusion qui serait, euh, je ne sais pas, dans les expériences dites scientifiques, il y a toujours ce groupe de contrôle. Et comment peut-on, il faut groupe témoin, et comment peut-on euh, conclure ou passer à la synthèse, à la généralisation, quand en fait on s'appuie sur très très peu d'exemples. Une, on ne peut pas tirer une conclusion définitive à partir de peu d'éléments. Ce n'est pas bon, ce n'est pas acceptable. Donc, pour pouvoir dire qu'on est comme ça ou comme ça, il faudrait avoir fait, il faudrait qu'on ait fait beaucoup qu'on ait beaucoup d'illustrations. Il faudrait pouvoir illustrer ça avec des exemples en quantité. Et ces exemples-là, on les a jamais. Alors, on a eu un moment donné, on s'est trouvé pas tout à fait à l'aise dans un collectif, et c'est comme ça en généralisant, on se dit, je vais être comme ça dans tous les collectifs. Et voilà, donc c'est, on sent qu'il faut se débarrasser de ce que on a comme a priori sur nous-mêmes, sur les choses, et puis finalement, on ne peut pas. On est fait avec ces a priori, on est fait avec ces automatismes ou cette manière de faire, de penser, d'agir, et on ne peut pas changer. Tout cela a pris un temps très long pour pouvoir se s'enraciner, devenir ce qu'il est devenu, et donc pour pouvoir l'évacuer, en changer, il faudrait se réincarner, ou alors, je ne sais pas, il faudrait qu'on soit victime d'une amnésie totale et qu'à ce moment-là, on reprenne. Encore que peut-être il y a quand même des choses qui vont rester, qui vont survivre, hein, qui vont demeurer là. Souvent, les victimes d'amnésie se rappellent leur nom, se rappellent quelque chose, puis l'amnésie, quelquefois, elle n'est pas totale, elle, elle est rémissible. Ah, ça fait que, je ne sais pas, on en a marre de ce corps, on en a marre de soi, on en a marre de tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a tenu comme propos, tout ce qu'on a eu comme vision, et puis, et voilà, donc, et malgré tout, on peut rien faire contre. Euh, ce qui, ça me rappelle cette histoire, ce qui peut changer, c'est une histoire, comme on dit, sentimentale. Souvent, on peut très bien être dans la reproduction, faire un peu la même chose avec tout le monde, avec toutes les histoires qu'on aurait, mais parce qu'on peut rencontrer euh, euh, des gens qui sont
différents de ceux qu'on a rencontrés, et pour s'y adapter, on doit produire de la nouveauté, aller au-delà de ce qu'on fait d'habitude, et donc il faudrait être mis devant des défis totalement nouveaux pour, pour que cela nous force à, à faire de l'inédit. Et voilà. Donc, en forçant, je suis arrivé à 25 minutes, mais en forçant un peu, je pense que je vais m'arrêter. Je trouverai quelque chose à dire plus tard. D'ailleurs, j'allais dire ou pas, je vais renoncer à cette façon de parler, à cette façon de raisonner. Je ne veux plus introduire de la nuance à chaque fois, je laisse tomber et j'ai plus envie d'être toujours en présence de cette personne ou de cette façon de faire. Cette personne qui m'a suggéré, si ma mémoire est bonne, parce qu'il parlait comme ça, j'ai plus envie. Et donc j'arrête. Et c'est vrai que euh, le- le- la chose qui, qui a posé problème, c'est comment apprendre à dire. On a l'impression d'avoir grandi à avoir été empêché de dire les choses, de dire ce que l'on pense, ce que l'on veut, ce que l'on choisit. Et parce qu'on a été forcé de renoncer à cette autodétermination, à cette et en fait, on a du mal à la retrouver. À, euh, beaucoup de choses viennent du fait que on n'osait pas dire non, on n'osait pas dire, déclarer notre opposition, notre désaccord avec une personne ou avec une idée ou avec un propos. Et alors qu'en fait, on s'est tu parce qu'on nous a un peu appris ou on nous a poussé, on nous a forcé à nous taire et quelquefois, c'est pas parce qu'on n'a rien à dire, rien à opposer, mais c'est parce que nous sommes un peu dans le fait, dans certains automatismes de l'obéissance. On obéit. On n'ose pas dire non parce qu'on ne veut pas frustrer, parce que, alors qu'en fait, il aurait fallu apprendre à dire non, même à tout le monde. Quand, quand cela nous, pouvait nous paraître légitime, sensé, on aurait dû le faire et donc continuer sur ce chemin et on nous aurait évité plein de soucis et plein de mauvaises expériences si j'avais appris à dire non. Euh, c'est systématiquement aussi comment dire, à le dire non, aussi, euh, aussi souvent que cela avait été possible, avait été nécessaire. Non, cela ne m'agrée pas, cela ne m'arrange pas, cela ne me dit rien, cela, je ne suis pas tout à fait sûr, cela, non, je ne peux pas, je ne veux pas le faire. Ça ne m'arrange pas, ça me fait pas plaisir. Moi, je vois les choses différemment et c'est ça. Alors évidemment, on peut l'apprendre sur le tard, encore que on manquerait, je manque des situations pour pouvoir exercer cette accession à une certaine forme d'autonomie ou d'individualisation. C'est un peu tard. Avoir appris à être individuel, à être singulier, à être soi, à être un en dehors du nombre, en dehors du collectif, en dehors du groupe. Un qui dit
Bien sûr, il faut nuancer, c'est évident. Il y a énormément d'occasions dans lesquelles j'ai dit non ou j'ai agi comme si j'avais dit non. Euh, mais mais ça n'a pas suffi pour que je m'épargne de euh, très mauvaises expériences qui m'ont amené là où je suis. Je voudrais juste quelque chose qui était aussi, qui aurait été totalement, euh, totalement nécessaire et totalement indispensable, c'était le temps de réflexion avant de passer à quelque chose, avant d'agir, avant d'accompagner quelqu'un dans, dans un projet, demander un temps de réflexion et puis pendant le temps, ce temps-là, le consacrer à une sorte d'enquête, faire une enquête euh, auprès de l'environnement proche pour pouvoir entendre des réflexions, recueillir des réflexions, des avis, et pourtant, et s'aider de cette façon à aller vers le choix le moins mauvais. On sait que chaque projet amène sa part d'inconnu, sa part de risque, mais il y a des risques, il y a des projets, malgré cela, qui valent le coup parce qu'ils ouvrent sur quelque chose de totalement d'intéressant. Mais d'autres projets sont éminemment stériles, si ce n'est improductifs et vraiment risqués et même mortels. Même, voilà, donc je me pose la question, en quoi euh, je suis, ce n'est pas une histoire de cohérence, en quoi je suis particulier dans cette façon de faire, en quoi je suis non pas légitime, qu'est-ce que je, pourquoi je me plains ou je ne sais pas comment le dire, qu'est-ce que je fais mais est-ce que je demande pas, est-ce que je n'ai que ce que je mérite? Je ne sais pas. Mais qui suis-je moi pour prétendre? Voilà, à un moment donné, quand on n'a plus aucune, euh, comment dire, quand, quand les autres disparaissent, on a l'impression que s'ils ont disparu, c'est qu'il y a une raison. Et cette raison, ça ne peut être que de notre fait. Si toi tu m'as quitté, je veux dire définitivement, c'est que quelque part, soit tu as épuisé ce que je pouvais t'apporter, soit ce que je t'avais apporté ne t'avait pas marqué suffisamment. Et même si cet apport a été sur de longues années, eh ben ça n'a pas été suffisant pour te garder avec moi, pour que tu te souviennes de moi et pour que tu manifestes ta présence auprès de moi. On se dit, on est, c'est pas moins que rien. On est dans l'inframonde. On n'est pas dans le monde, on est dans l'inframonde. On est dans la chose la plus inconcevable possible. On est, on n'est pas, euh, c'est-à-dire, euh, comment se définir quand on ne peut plus se définir? Comment se prouver qu'on existe quand on n'existe plus? Et cette histoire est-ce qu'on peut encore prétendre avoir droit à la parole et d'une façon ou d'une autre imposer cette parole, je ne sais pas quelle, quelle sera son devenir, mais cette parole à vouloir l'exporter, l'extérioriser
l'externaliser, l'extérioriser hors de soi, à quoi cela peut-il, qu'est-ce que cela peut signifier, qu'est-ce que cela peut rapporter, en quoi le monde peut-il euh, trouver un quelconque intérêt à une autre parole. Si cette parole avait été articulée autour, je ne sais pas, d'un thème, un thème à la mode, l'urgence climatique, à la rigueur, on va dire, la décroissance, je ne sais pas, le vivre ensemble, des choses comme ça. On pourrait dire, tiens, ça apporte une solution, je ne sais pas, et il y a une idée qui peut être à à la base de quelque chose. Et quand je dis cela, alors que moi, ce que je pense à quelque chose qui ressemblerait à du crowdfunding, mais crowdfunding de l'amour. Dire, j'ai besoin de votre aide pour pouvoir accumuler de l'amour et de l'attention. Voilà, une sorte d'appel à contribution, mais à contribution sentimentale, comme cette histoire de gens qui se mettent quelque part et puis commencent à embrasser tout le monde, n'importe qui, comme une sorte de démonstration de leur amour pour les autres. Embrasser un inconnu, c'est démontrer qu'on fait là un geste purement altruiste, un geste purement gratuit, sans qu'il y ait de bénéfice à attendre de cela, autre que le fait de le faire et de faire plaisir à quelqu'un comme ça, parfait inconnu ou une parfaite inconnue. Et donc, quand l'urgence est plutôt du côté de l'être et plutôt du côté du sentiment, comment peut-on penser à autre chose? La planète peut bien aller à la catastrophe, aller où elle veut, et ça ne m'interpelle pas tant que ça. C'est très lointain. Et on est aussi proche de son terme, on s'en fiche. À la rigueur, je ne sais pas, on peut se demander si combien de temps on va rester sous terre. Est-ce qu'on va pas être évacué parce que par manque de place ou par, je ne sais pas. Après notre mort, on ne croit même pas à l'immortalité de ce qui a resté de nous. On croit que on va assister à une deuxième mort quelque part. Nous restes vont vraiment vont être mis au rebut. Ils vont pas bénéficier longtemps du statut de mort. On sera dispersé, on sera totalement peut-être détruit, détruit, je ne sais pas pour quel usage, mais la chose que, et c'est vrai que dans la mort, si on sent qu'on n'a pas de pouvoir sur le réel, quand on n'a pas de maîtrise dans notre vivant, comme mort, on est encore moins dans la maîtrise. On est à la disposition de qui veut. Euh, Évidemment, la mort, elle est sur le moyen terme. Donc, si on reste dans un état euh, stable pendant 20 ans ou 15 ans, ou même peut-être moins, 10 ans, mais à bout de 10 ans, on peut très bien se retrouver évacué pour cause de fin de bail. Et on n'a plus la maîtrise. Et on sent qu'il y a là une différence. Un mort social n'est pas un mort biologique. Le mort social peut encore se réveiller, ressusciter,
revenir d'entre les morts, alors que le mort biologique, il ne peut plus rien faire pour s'auto-préserver, pour se protéger de ce que certains pourraient bien lui faire. Voilà un peu, il y a là comme une sorte de, non pas de mots derrière les mots, mais il y a là comme une sorte de non-maîtrise du propos, un propos plus intéressant pour l'auto-analyse proprement parler, plutôt qu'un propos qui serait un peu plus dans un peu mieux disposé, un peu mieux entrepris. Non, c'est quand on commence à laisser transparaître ce qui est derrière la cuirasse, quand il y a une difficulté qui apparaît ou comme ça le propos est haché, le propos est un peu déstructuré, le propos n'est pas dans l'emphase, il n'est pas dans une sorte de conquête de qui que ce soit, dans, il est dans une certaine, euh, comment dire, il y a plutôt, il exprime une sorte de découragement, une sorte de, presque une sorte, là aussi, de désaffection pour soi-même. Et comme évidemment la désaffection pour le monde, elle est déjà actée, le monde, on peut pas l'aimer et on peut pas dire que il y a quelque chose d'intéressant. euh, il ne contient rien. Il contient rien, ou alors il contient, pour moi particulièrement, il, n'a- il ne peut pas, il ne peut plus me satisfaire. C'est évident, hein, cette histoire. Euh, euh, le monde, et voilà. Bon, je pense que je vais arrêter là et je vais le faire.